Je suis Aboubakar Barrow. Je suis l'arrière petit-fils de l'imam Barrow, dans la cour dans laquelle nous sommes actuellement, la petite mosquée comme on l'appelle. Vous voyez derrière nous une tombe. C'est la tombe du bâtisseur de cette mosquée, qui s'appelait l'imam Barrow. L'imam Barrow, et Dieu merci, il s'appelle encore Aboubakar. Donc c'est vraiment le petit-fils de cet imam-là qui est devant vous. Bon, j'avais levé d'abord un équivoque. La mosquée n'est pas construite dans la cour, la tombe n'est pas dans la cour de la mosquée. C'est lotissement qui ont fait que la tombe est dans la cour de la mosquée. C'était une cour qui était juste derrière, et ça c'est un couloir qui passait. Donc on a défini, maintenant après le lotissement, on a défini un espace pour la mosquée. La tombe s'est trouvée dans la cour de la mosquée. Certains pensent que ça a été fait exprès pour construire, pour faire la tombe dans la cour de la mosquée. Non, non, c'est pas ça. Vous savez, avant, on enterrait les morts à côté des maisons. Il n'y avait pas de cimetière. Donc, cette cour-là que vous voyez là-bas, cette cour était ici. C'était après le lotissement maintenant. Il a fallu définir un espace pour la mosquée, comme dans toutes les villes. Alors, je vais d'abord parler un peu de Kong. Hein? Marhaba. Donc, tout le monde comprend. Ça va, on peut continuer. D'accord. Kong est une des vieilles villes de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas la plus vieille ville, parce que quand elle dit ça, on dit je tape ma poitrine. C'est pas ça. C'est par rapport à des documentations qui disent cela. Je vais vous faire une petite histoire. Je ne sais pas s'il y a des Mahou parmi nous. Mais vous savez, nous sommes en alliance avec les Mahou. J'ai travaillé dans une société américaine. Il y a un jeune Mahou, Mandou, qui m'a appelé un jour, patron, venez voir. Il me montre la carte de la Côte d'Ivoire. Sur la carte de la Côte d'Ivoire, il n'y avait que les chefs-lieux des départements. Je parle des années 90. Or, comme on n'était pas encore chef-lieu de département, comme c'était encore une sous-préfecture, ça, je reviendrai sur cet aspect après. Il dit, et puis il me montre Touba. Patron, voilà Touba sur la carte. Il dit, mais je sais où est Touba, je connais la Côte d'Ivoire quand même. Il dit, mais où est Kong? Il a marqué un point. Dieu merci, au moment où je voulais sortir, c'était une société américaine. Derrière le bureau du DG, il y avait une des vieilles cartes où il n'y avait même pas la Côte d'Ivoire encore dessinée. C'était la côte occidentale. Et à l'emplacement actuel de la Côte d'Ivoire, la seule ville qui était dessus, c'était Kong. Je l'ai rappelé. Et le directeur qui nous a vus, il dit, mais what's happening? Il ne comprend pas français. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, non, ça c'est entre lui et moi. Il dit, voilà Kong Madou. Sur cette carte-là, montre-moi où est Bassam. Montre-moi où est Benjerville. Montre-moi où est Abidjan. Je ne parle pas de Touba, ça c'est trop petit. J'ai parlé des 3 capitales de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait aucune ville, si ce n'est que Kong, qui était dessus. Donc c'est pour dire que si Kong n'est pas la plus vieille ville, c'était l'une des plus vieilles villes de la Côte d'Ivoire. Et Kong a eu sa renommée à travers le fait que la ville était un centre commercial. Ceux qui venaient du sud pour aller vers le nord, le Mali, le Burkina et autres, le Soudan français on appelait en ce temps, passaient toujours par Kong. Et au retour aussi, c'était Kong. Les premiers blancs qui sont venus ici ont trouvé qu'à Kong, il y avait une merveille. Pourquoi? Parce qu'à Kong, ils pouvaient convertir toutes les monnaies qu'ils avaient. Toutes leurs monnaies européennes. Quand ils donnent la monnaie, on leur donne l'équivalent en monnaie locale. Ça les a émerveillés. J'ai lu ça dans les documents. Alors, on prétend que Samori serait venu combattre Kong parce qu'il voulait islamiser Kong. Ça, je lève ces équivoques là d'abord pour qu'on puisse comprendre. Au moment où Samori venait à Kong, Kong était déjà islamisé 8 siècles plus tôt. Depuis le 13e siècle, depuis le 11e siècle, pardon, Kong était déjà islamisé. Évidemment, à l'instar, on dit nul n'est prophète chez soi, à l'instar de toutes les pénétrations de la religion, des religions, si il dit de la religion musulmane, c'est pas la religion musulmane seulement, il y a toujours des difficultés. Nous sommes tous, à l'origine, on était tous des athées. Alors, il y a certains qui ont gardé leur comportement. Et quand tu vas leur dire, il faut changer, et qu'ils ne veulent pas changer, et que tu fais un autre comportement, finalement, ils te gênent, soit il s'en va, soit il te combat.
C'est ainsi que à Kong, il y avait des combattants. Mais les gens pratiquaient leur islam. Ce n'est que lorsque Sékou Ouattara, c'était pas son premier nom, a constaté qu'il est né ici, dans un village là, a constaté que les gens n'arrivaient pas à pratiquer correctement leur religion parce qu'il y avait un chef qui était contre cela. Il a décidé de s'appuyer sur les barreaux pour combattre ce souverain. Et ce combat-là s'est fait du vivant de mon arrière-grand-père. Il les a aidés. Et c'est ainsi que nous tous, les descendants, on nous appelle l'imam Baro. Et c'est ainsi que pour tout ce qui est de la gestion de l'islam à Kong, quand on veut entrer, si vous étiez resté une semaine, vous allez peut-être constater cela, ou bien seulement avant-hier, vous allez constater, lorsqu'on veut faire une cérémonie religieuse, l'autorisation est demandée par les officiants d'abord à l'imam Baro. C'est l'imam Baro qui s'adresse aux Ouattara, qui sont les dignitaires de la chefferie. Et nous avons comme collaborateurs les Konaté. On leur dit voilà ce qui va se passer, bon, et puis nous donnons l'autorisation aux officiants d'officier ce qu'il y a à faire. Ça, c'est resté intact. On prétend aussi, vous savez, ici, quand on a vu des choses, il y a des faits qui marquent. Je reçois souvent, en ma qualité de maire résident, ce que je ne veux pas qu'on dise quand je parle dans ces gens, dans le sens de l'islam, je ne veux pas qu'on dise le maire. Après, le journaliste me demande, vous avez quelle fonction? Je dis, je suis descendant de l'imam Baro. Parce que ce n'est pas au titre de maire que j'explique. Des journalistes qui viennent d'Europe, d'un peu partout, qui disent qu'ils ont appris qu'il y a la mosquée de Samori à Kong. Ils sont arrivés, on a dit la mosquée, on n'a pas dit les mosquées. Ils constatent qu'il y en a deux. Laquelle des deux est la mosquée de Samori? Vous voyez un peu le subterfuge. Samori n'a pas construit de mosquée, peut-être même chez lui. Encore moins à Kong. Samori est venu ici à Kong 3 siècles avant la construction de ces mosquées. Samori est venu à Kong à la fin du 19e siècle. Ces mosquées datent de la fin du 16e siècle. Vous comprenez que même le grand-père Samori n'était pas encore né. Alors, on ne peut pas prétendre, à moins que Samori n'ait été avant d'être né. Là, c'est possible. Peut-être qu'il avait déjà existé avant d'être né. Si c'était le cas, en ce moment, oui. Et lorsqu'on voit l'architecture de cette mosquée, j'aimerais qu'après je fasse un gros plan. Vous constatez qu'il y a des bois qui sont plantés là-dessus. Il y en a qui disent que c'est contre l'érosion. Il y en a qui disent que c'est pour décorer. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est un instrument de construction. Au temps où on construisait ces édifices, il n'y avait pas d'échafaudage. Donc, lorsqu'on construit, on arrive à un niveau, on met ces bois-là. Et on attend que ça sèche complètement. Et on monte sur ces bois-là pour construire les niveaux supérieurs. On laisse encore attendre que ça sèche. Alors, rien que cette petite mosquée par rapport à la grande, imaginez le temps qu'il a fallu pour construire. Or, Samori n'est pas venu faire le siège à Kong. Il est venu faire son forfait, il a continué. Donc, même s'il avait la volonté de construire une mosquée comme ça, même s'il avait la puissance des Égyptiens, il ne pourrait pas faire cela en très peu de temps. Donc, le temps dément ce que les gens pensent et la réalité dément également. Par contre, Samori est venu à Kong, il a détruit une mosquée. L'imam qu'il était, parce qu'on l'appelait imam Samori. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je ne lui dénie pas sa fonction. C'était imam, peut-être même que c'était un moufti, grand moufti. Mais au moment où Samori rentrait à Kong, il n'y avait pas de combattants. Vous savez, les grands royaumes, les grands empires, quand ils arrivent à leur apogée, ils dorment sur leur laurier. Et Samori est venu à un moment où il n'y avait pas de combattants. Il n'a pas combattu à Kong. Les vieilles personnes, les femmes, les enfants sont allés s'abriter à l'intérieur de la grande mosquée. Et c'est dans cette mosquée que Samori est allé tuer ceux qui y étaient. Dans la maison de la grande mosquée qui est là-bas. Dans la maison de Dieu. Moi, c'est Djid Allah. Ce n'est pas la maison de quelqu'un, ce n'est pas un foyer culturel, c'est une mosquée. C'est là qu'il a tué et il a détruit une partie de la mosquée.
Ce n'est qu'après le repeuplement qu'on a reconstruit à la même place identique, c'est-à-dire la partie qu'il a détruite là, on a refait. Alors, lorsque vous voyez Kong aujourd'hui, c'est le Kong moderne. Ça nous fait mal, nous les petits-fils, arrière-petits-fils, avec notre éducation, de voir cela. Kong n'était pas avec cette architecture. Kong était par quartier. Devant la grande mosquée, vous avez vu un monument, hein, l'autre côté de la rue, là. Il y a un monument qu'on appelait la grande porte d'entrée du quartier Baroula. Et cette porte d'entrée, c'était une porte pratiquement de cérémonie de victoire. Lorsque les combattants allaient combattre, en face de la mosquée, là aussi, il n'y avait pas de clôture. Hein. C'est la clôture qui a déterminé un espace pour la mosquée. Il y avait un grand fromager, c'était le marché qui était plus bas, le marché central. Lorsqu'ils venaient des campagnes de conquête de territoire, arrivés là, ils tiraient en l'air pour s'amuser. Et pour rentrer, ils passaient par cette porte, tout comme en sortant. C'était un peu comme s'ils demandaient une bénédiction des anciens. Et cette muraille est restée, évidemment, on la ressort de temps en temps, mais on ne l'a pas détruite. On ne l'a jamais détruite depuis que je suis petit. Alors, attendez. Oh, alors donc, comme je le disais, l'architecture, c'est-à-dire la géographie de la ville était faite en sorte que toutes les cours de Kong étaient clôturées. Toutes les cours. Nous avons eu la chance de voir ça et ils n'ont pas vu ça. Toutes les cours étaient clôturées avec une seule entrée. À droite, il y avait ce qu'on appelait le bourung. Bourung, c'était le lieu de prière de la famille. Et à gauche, le bolong, le lieu de réunion de la famille. Toutes les cours étaient à cette image-là. Et telle que la mosquée est construite, ce n'était pas avec des minarets bien sûr, mais au-dessus, c'est la terre battue. Ici, à Kong, quand j'étais petit, les maisons en paille, on en voyait très peu. La plupart des maisons étaient en terre battue. C'est après le lotissement, et vous avez dû le constater, quand vous êtes dans une maison que vous voulez prier, vous êtes obligé de mettre votre natte de prière vers l'angle de la maison. Bon, ce n'est pas seulement qu'à Kong que j'ai vu ça dans plusieurs villes. C'est dommage. C'est par ça que j'ai commencé pour dire que nous n'avons pas le choix. Et de la langue, et même une part de notre culture, on n'a pas le choix. Nous, musulmans, surtout, on n'a pas le choix. Quand il dit on n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix parce que c'est pas nous qui avons décidé que dimanche soit jour de repos et que vendredi, notre grand jour de fête, soit un jour de travail. Nous n'avons pas décidé ça. Nous subissons. Ça, il n'y a pas de problème. On va avec, ça ne nous dérange plus. Donc, ceux qui ont fait le lotissement n'ont pas tenu compte de l'orientation des maisons. Et ils sont venus avec un plan tout fait. Ils ont posé, ils ont fait le lotissement. Donc, les maisons se trouvent en travers, c'est-à-dire toutes les maisons étaient orientées ouest-est. Toutes les maisons. Ouest-est. Ouest-est. C'est-à-dire vers l'Orient et de l'Ouest. Mais avec le lotissement, les maisons se trouvent soit comme ça, soit de l'autre côté. Quand vous placez votre natte, vous êtes désemparé quelque peu. Et comment les choses se sont passées réellement? Lorsque l'empereur Sékou a eu, enfin d'abord le roi Sékou, c'est devenu empire par la suite. Le roi Sékou a fait la conquête d'abord au niveau des Kong. Il n'a pas combattu Kong, hein. Il a combattu celui qui était contre les principes islamiques. Lorsqu'il a fait sa conquête, il a essayé d'étendre maintenant son territoire vers d'autres contrées. C'est ainsi que vers le nord, ils sont allés jusqu'à la limite de l'empire Mossi, mais en sautant exprès l'empire Koulango. Parce qu'il y avait une alliance entre les Koulango, et cette alliance existe jusqu'à présent, entre les Koulango et Kong. Vers l'est, c'était pareil. Bondougou également, sauté, attaqué jusqu'à la limite de l'empire Ashanti. Vous avez certainement appris qu'il y a des villages au Ghana dont la population se reconnaît d'origine congoise. Je peux en citer deux. Il y a Soumiani et à Bolé. Bolé, pour ceux qui ne le savent pas, est la ville natale de l'ancien président et de l'actuel président du Ghana. Il a été président John Dramani
Et il est revenu encore, il est président. John Dramani se reconnaît Congois. Chaque fois qu'il y a un événement à Congo ici, il envoie toujours les chefs, les dignitaires pour venir participer à la cérémonie. Le président Alassane qui venait ici, maintenant qu'il est devenu président, c'est devenu rare. Mais quand il vient ici, ils sont toujours en communication. Il dit, je suis dans mon village. Et il communique avec le président ghanéen. Pour dire que l'extension du Congo n'est pas d'aujourd'hui. Et cette extension est due à deux facteurs. Le premier facteur, c'était la guerre. Lorsque Samou est venu combattre, ceux qui pouvaient partir sont partis, ont fui. C'était son revenu par la suite. La deuxième raison, c'était pendant les conquêtes, les campagnes de conquête territoriale. Quand ils vont faire les conquêtes, certains ne reviennent pas. Ils restent là-bas et ils ne reviennent pas. Il y a même trois autres raisons. Comme étant un centre de formation, était un centre de formation islamique. La chose, là, Sanoso que vous voyez ici, il y avait une université islamique. Nous sommes entre nous musulmans. Quand on dit université, c'est une traduction française. L'université, c'est l'écriture, l'apprentissage, la lecture du Coran à travers les ardoises, avec les petits livrets du Coran. À notre âge, quand j'étais petit, quand nous faisions l'école coranique, nous n'avions pas le droit de toucher le Coran complet, jamais. On ne pouvait pas nous envoyer pour aller chercher, va me chercher mon Coran, jamais. On avait droit à des petits livrets qui s'arrêtaient à la sourate Amayata Saluna, et puis bon, tout au plus. Et puis quand tu avances un peu plus, on te donne encore un fragment. Tu avances, on te donne un fragment. Jusqu'à ce que tu finisses de lire le Coran complet, sans savoir ce que ça veut dire. On lisait le Coran. Et c'est pourquoi le système du Congo est plutôt basé sur la théologie et non sur la langue. On apprend le Coran. On te fait lire ça comme ça, aller-retour, autant de fois qu'il faut avant de commencer à lire les petits livrets de traduction. Et les livrets de traduction étaient basés sur la théologie. L'objectif n'était pas de comprendre la langue arabe. D'ailleurs, même que, comme nous sommes ensemble ici, je sais, vous savez de quoi je parle. La langue du Coran, c'est le Quraysh. Les Arabes, il y en a plusieurs. Il y a l'arabe de Tunisie, l'arabe d'Éthiopie, l'arabe d'Arabie Saoudite, l'arabe de Russie, plusieurs arabes. Mais la langue du Coran a son arabe qui est l'ancien arabe. Et c'est pourquoi d'ailleurs ceux qui apprennent l'arabe à travers cette méthode-là, quand ils vont parler devant les arabes, vrai, ils vont dire Sodak Allah al-Azim. Pourquoi? Parce qu'on dit que tu es en train de dire, c'est comme si tu étais en train de dire la parole de Dieu. Ce n'est pas va me chercher l'eau. Ce n'est pas ça du tout. Alors, lorsqu'on a fini de faire cela, on fait les petits livrets, on finit de lire tout cela et on va ensuite apprendre les premiers livres révélés. D'abord, la traduction du Coran qu'on fait. Et c'est quand on atteint l'âge de la majorité, au moins 40 ans, même des fois 45 ans, qu'on t'autorise à lire les autres livres révélés. C'est-à-dire la Taurate, les évangiles, l'Injil, les Pentateuques et autres là. Donc, on apprenait tout cela et c'est le grand maître seul qui enseignait ces livres-là. Les Sanogo qui sont ici, un de leurs patriarches que nous avons connu, qui s'appelle Karamo Abou, qui est décédé. Et à la grande mosquée, vous avez vu une muraille à l'intérieur de la cour là, c'était aussi une des universités. Il y en avait une autre dans le quartier plus bas là, où on faisait tous ces enseignements de l'islam. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que lorsque vous interrogez quelqu'un qui vient d'Arabie Saoudite, vient interroger quelqu'un du Congo, en arabe, il comprend, c'est pas l'arabe il a appris, c'est la théologie il a appris. Les pratiques de Dieu. C'est pas l'arabe. Contrairement à l'école Mandrasa, où l'enfant il arrive au CED, il parle l'arabe. Mais quand moi j'ai vu pour la première fois une première école Mandrasa, et le Coran dans la main des enfants, j'ai un peu tremblé. Parce que pour eux, c'est un livre simple de lecture. Mais nous, on n'avait pas considéré cela. Tu finis de lire le petit feuillet qu'on t'a donné là, il y avait un point où il fallait aller le ranger, tranquillement. Et tu ne le touches que lorsque tu vas prendre pour réviser et puis tu vas en remettre à sa place. Alors, maintenant, au niveau de la structure politique à Congo, nous avons
plusieurs quartiers. Il y en avait 7 au départ. 7 quartiers, on est revenu à 9. Aujourd'hui, on a ajouté un 10e quartier qui est un quartier résidentiel. Vous savez, le mot résidentiel même n'est même pas congois. Vous comprenez? Donc, parce que l'extension a obligé à faire ces quartiers-là. Et chaque groupe se reconnaît à travers une identité forte. Mais il y a des liens forcément qui se lient entre les familles. Ces liens, il y a les liens de sang. Par exemple, entre nous et les Konaté, c'est le lien de sang même qui est entre nous. Parce que la femme de leur chef est venue de chez nous. La première femme qui a permis de faire la d'augmenter, ils sont venus. Donc ce lien-là est resté entre nous. Lorsque je vous ai dit que la gestion de l'islam est confiée au barreau, ça c'était par la suite des conquêtes de territoires avec Sékou. Souvent l'imam barreau l'accompagnait. Lorsque vous allez conquérir les territoires, évidemment, quand vous avez gagné, qu'est-ce qu'on fait? On partage le butin. Dans le partage du butin, l'imam barreau a dit, la terre ne m'intéresse pas. Effectivement. Et Dieu merci. Pourquoi la terre? Moi, je suis croyant. Or, la terre se nourrit. Ça ne se nourrit pas d'eau. Ça se nourrit. Il y a des rites, forcément. Il a dit, la terre ne m'intéresse pas. Je m'occuperai de l'islam. Donc, l'imam barreau s'occupe dorénavant de l'islam. Partout où on va, que ce soit Abidjan, dans toute autre localité, où c'est entre nous Congois, c'est toujours, ce machin est respecté. Et lorsqu'on nous donne la parole, nous demandons, est-ce qu'il y a un Konaté? Si il y en a, on lui dit, voilà, les marabouts nous demandent l'autorisation. Et maintenant, on demande à un Ouattara, on demande au Ouattara de faire le cérémonial. Et maintenant, on autorise maintenant les officiants à officier. Maintenant, dans cela, il y a des familles qui sont là. Bon, les alliances inter-familles, ça existe. Mais indépendamment de ça, il y en a qui sont pour les réconciliations. Lorsqu'il y a un conflit et qu'on va voir ceux-là, quelle que soit sa taille, il vient de tel point et il vient demander pardon parce que celui-là a fait ceci chez vous qui ne t'est pas. Tu n'as pas le choix que d'accepter. Parce que cela n'a pas commencé par nous et c'est pas nous qui allons couper ces liens-là. On les appelle les camarades. Les camarades, c'est ceux qui font la fatiha après la prière à la mosquée là. On n'a pas le choix, on est obligé de se plier. Parce que celui qui est venu est mieux. C'est pas sa taille qu'on regarde, mais c'est lui dont il vient. Et nous aussi, c'est pas nous on regarde, c'est ce que nos parents ont fait avant. Ce qui a permis de garder une certaine cohésion sociale bien avant. Et cette cohésion-là, on la maintient jusqu'à présent. Ici, cette mosquée, lorsque elle a été construite par l'imam Barrow, initialement, c'était comme une mosquée familiale. Vous allez voir qu'il y a 3 rangées seulement. En dehors du mihrab, il y a 3 rangées. La première rangée, c'était les frères et les fils de l'imam Barrow. La deuxième rangée, c'était les serviteurs de cette première rangée. Et la troisième rangée, bien entendu, qui est un peu plus protégée, ça c'est la rangée des femmes de ceux qui sont devant. En ce moment, il n'y avait pas encore de mosquée de vendredi. C'était ainsi, après la calmie, la conquête, ils ont construit la mosquée de vendredi, qui est la seule mosquée où on officie la prière du vendredi. Quoi qu'on officie les 5 prières canoniques, on officie la prière du vendredi. Lorsque des étrangers viennent ici, mais cette mosquée avec son âge là, vous continuez de prier dedans, on dit mais on va craindre quoi? On l'entretient. Il y en a qui pensent que c'est peut-être mystique, une mosquée construite depuis ce temps-là qui tient encore debout, parce qu'ils en ont vu plusieurs où c'est abandonné. Non, on l'entretient. La dalle au-dessus, de temps en temps, quand il y a une partie qui n'est pas, qui est défectueuse, on l'enlève. Ces bois que vous voyez là sont faits avec une essence, un arbre qu'on appelle en Yola Korokoro, je ne sais pas si ça dit à quelque chose. Voilà. J'ai oublié de chercher son nom latin, ça n'a pas été facile. Korokoro, c'est un arbre qui pousse dans les conditions difficiles, là où il y a les rochers, les machins là. Donc quand il sort là, il souffle pour sortir, il devient dur comme ça. Donc ça peut rester comme ça dans le mur pendant 5 ans.
Ça ne pourrit pas facilement. Les insectes n'attaquent pas. Donc, ça reste là. Lorsqu'il y a dit cette architecture-là, ce que vous voyez dessus, c'était pour grimper dessus, pour construire. Évidemment, c'était dans le temps. Il n'y a pas 3-4 ans de cela, il y a un entrepreneur qui était venu faire des travaux. C'est la première fois que j'ai vu, ils sont allés prendre son échafaudage pour aller mettre ça sur la mosquée. La toute première fois que j'ai vu ça. Sinon, j'ai toujours vu, les gens étaient toujours suspendus à ces bois-là pour faire le travail de ravaudage. Et c'était un peu plus saillant. Lorsque vous entrez dans la petite mosquée, dans la grande mosquée, vous avez vu, peut-être que si vous avez remarqué, les piliers centraux là, en bas là, à l'intérieur, il y a des taches de terre qu'on a prises. En fait, les bois là étaient à cette hauteur là. Alors, il y a certaines personnes, des gens qui sont grands comme moi, quand ils passaient souvent, ils coignaient leur tête, donc on a été obligé de scier ces bois là pour que les gens puissent circuler plus librement, puisque ça ne sert plus à ça. L'objectif, c'était la construction, on a déjà fini de construire. Voilà. Maintenant, monsieur, si vous avez des questions particulières, j'ai planté le décor. Oui. Je voulais savoir. Oui, allez. Sékou Touré. Samori. Voilà. Samori Touré est venu à Kong. D'abord, pourquoi il a attaqué Kong? Je vais dire ça après. Samori est venu à Kong. Il n'est pas venu à Kong. Il allait s'installer à Dabakala. Dabakala se trouve à une centaine de kilomètres de Kong. C'est là-bas qu'il a fait le siège. Samori, c'était un grand stratège. Un véritable stratège. Il connaissait les ruses de la guerre. Il n'a jamais montré à Kong, au Congois, qu'il avait des vérités qu'il allait attaquer Kong. Puisque depuis Dabakala, il envoyait ses émissaires pour nous faire les achats sur le marché du Kong. Il sympathisait avec la population. Et pourquoi Samori a attaqué Kong? Deux raisons ont été évoquées. La première raison, c'est-à-dire ce sont deux raisons qui sont contradictoires. Vous allez comprendre pourquoi. La première raison, Kong a fait une alliance avec les Blancs. Les Français, plus précisément. Or, Samori combattait les Blancs. Donc l'ennemi, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. C'était ça. Dans le même temps, Samori veut profiter de notre alliance avec les Blancs pour avoir les armes à répétition. Les armes automatiques là. Parce qu'ils avaient les un coup qu'on charge par la gueule là. Et il veut passer par Kong pour avoir les chevaux. Il veut passer par Kong pour avoir les esclaves. Écoutez, tu n'aimes pas mon ami. Tu me dis, le fait que tu sois ami avec celui-là, fait en sorte que je puisse avoir des armes. Et les armes pour faire quoi? Pour les combattre. C'était difficile. La population de Kong a dit pas question. Nous ne pouvons pas trahir. On a signé un décret. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. J'ai expliqué tout à l'heure là. Il y avait eu un problème. Sinon, je serais venu depuis le matin. Je voulais venir le matin et puis on m'a dit que vous êtes parti chez l'imam. On allait vous montrer un peu la maison de Benjé, où Benjé, l'un des premiers explorateurs de Côte d'Ivoire, logeait. C'est dans cette maison que le traité de la Côte d'Ivoire a été signé. Oh oui, dans cette maison-là. Alors, si on a signé un traité avec le traité, c'est comme un serment. C'est une promesse. Et puis, nous, on va trahir ce monsieur. Pourquoi? Si toi, tu venais pour faire un combat dans le sens de l'islam, peut-être. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Je n'ai pas dit que... Mais tu viens combattre quelqu'un parce que tu l'aimes pas. Et moi, je vais t'aider à le combattre avec ces moyens qu'il va me donner, que je te donne. Là, ça ne peut pas aller. Les esclaves, écoutez, quand les gens vont faire les conquêtes, les campagnes, les butins de guerre, c'est d'abord les territoires. Ensuite, ceux qu'on prend, les soldats qu'on prend comme esclaves. Aujourd'hui, on les appelle les Ourso, c'est leur descendance qu'on appelle les Ourso. Et moi, je n'ai qu'à te donner ceux-là. Or, les Ourso, jusqu'à présent, sont très protégés. Très protégés. Une petite histoire, il y a un qui allait faire une bêtise quelque part dans un quartier, on voulait le chicoter. Quand l'affaire est arrivée au chef Barreau, il a envoyé un de ses fils, chicoter-le à la place. Oui. On ne frappe pas, moi, mon serviteur. Frapper mon fils à la place. C'est pour dire que ce sont des gens qui sont protégés et nous, on va te donner ceux-là. Pourquoi? Donc, voilà deux raisons très équivoques, en même temps contradictoires, qui ont fait que Samori est venu attaquer Kong.
Bien entendu, les parents étaient un peu crédules, naïfs. Pourquoi naïfs? Pourquoi crédules? Je ne suis pas en train d'insulter mes anciens. Avec la sincérité que Samori a déployée sur le Congo, ils n'ont jamais pensé à une éventuelle attaque. Mais, vous savez, on dit que l'habit que l'homme porte souvent te donne une certaine valeur. Il y a des gens qui sont des sachants, connus, et des gens qui sont des sachants cachés. Samori Dabakala, les Blancs avaient commencé à murmurer que Samori a l'intention d'attaquer Congo. Les parents ne croyaient pas. Les sachants connus ont regardé, ils ont dit non, non, Samori est mort. Parce que, c'est pourquoi il dit que c'était un grand stratège. En réalité, il avait creusé une tombe, il s'est enveloppé de linceul blanc et s'est couché dans la tombe. Quand eux regardent, ils voient qu'il est dans une tombe. On ne peut être que, c'est quand on est mort qu'on est dans le linceul blanc dans un trou. Sinon, c'est pas une chambre à coucher. Mais le sachant inconnu, quand lui l'a regardé, il a vu non, il est peut-être dans un trou, mais il n'est pas mort. On dit, oh, toi, quitte là. Donc, on n'a pas tenu compte de ce que lui, il a dit. Parce que, on ne le connaissait pas comme tel. C'était le passant mal habillé. Bon, écoutez. Par contre, le blanc qui était là en ce moment, dans ses écrits, il a écrit plusieurs lettres. Vous savez, les lettres mettaient du temps pour arriver à Bassam. Et je reviendrai sur cet aspect de Bassam tout à l'heure. Rappelez-moi si j'oublie. Il a écrit à sa direction, à Bassam, pour dire que Samori a des intentions de vérité contre Congo. Ils n'ont jamais répondu, malgré le traité qu'il y avait entre les Blancs et Congo. Finalement, quand il a compris que vraiment c'était imminent, il a plié bagage, il est parti. Sans voir un seul renfort venant d'ailleurs. Alors, je vous ai parlé de Bassam, qui était la première capitale. Benjé avait l'intention de faire de Congo la capitale de la Côte d'Ivoire, compte tenu de son expansion. Mais, vous savez, il y a des enjeux économiques. Quand les Blancs viennent faire leur conquête, ils veulent aussi faire leur commerce. Ils veulent nous donner leur culture. La culture est venue de deux manières. Il y a la culture, la manière de faire, et puis la religion. Alors, pour faire le commerce, il fallait les comptoirs, ce qu'on appelait les comptoirs français. Et pour faire les comptoirs, il fallait la côte maritime. C'est ainsi que, avec Trèche-la-Plaine, ils ont décidé que la capitale soit à Bassam. Mais toutefois, ils ont voulu relier Abidjan à Congo pour continuer ce système commercial. Et c'est ainsi que le chemin de fer qui devait venir, ils ont fait ce tracé-là, devait venir passer à Congo pour remonter la chose. Abidjan, Niger. Là. Bon, évidemment, nos parents n'ont pas accepté cela parce que ils voyaient plutôt autre chose, parce que les enfants vont venir des Cafri, ils vont devenir ceci, ils vont tous partir, s'il y a ceci, donc ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour détourner le train. Les rails. Quand on voit les rails venir, comment ça tourne là, et s'en va ailleurs. Nous qui avons fait l'école occidentale, vous avez peut-être su, on nous appelle les Bamara Lekolding. Bamara Lekolding. Mais à Congo, on ne pouvait pas trouver un enfant qui soit à Congo, quoi qu'il fasse ce Bamara Lekolding sans faire l'école coranique. On faisait systématiquement les deux. Je me lève le matin, je vais à l'école coranique d'abord. Et ce, jusqu'à 7 heures, je viens à la maison, je déjeune, je prends mon sac, je vais à l'école. L'après-midi, après la prière, je vais d'abord à l'école coranique. Et ensuite, à 14 heures, je vais à l'école française. Et j'ai fait comme ça jusqu'au collège. Parce que pendant les congés, je venais toujours. J'ai arrêté quand j'étais parti plus loin, parce que j'ai fait le lycée jusqu'à Benjerville. Le temps de venir ici, pendant les vacances, ça fait quand même 9 mois, ce n'était pas facile. J'ai arrêté parce que l'objectif que j'avais, j'ai vu que ce n'était pas atteint. Excusez-moi, c'est une réalité. Moi, je ne voyais pas la théologie, moi, je voyais la langue. Tout ce que j'apprends là, je ne comprends pas arabe depuis ce temps-là. Alors que j'ai fait l'école occidentale, déjà au CED, j'écrivais lettres.
Mais j'ai fait tout ça là, jusqu'à présent, je ne comprends pas arabe. Quand est-ce que je comprends? J'ai lu au moins une dizaine de livres de traduction. Mais je ne comprends toujours pas arabe. Ce n'est pas l'objectif de nos parents, malheureusement. Leur objectif, c'est la théologie. Or, nous, avec mon âge, moi, c'était ça mon objectif. Ah, j'ai fini par arrêter. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à travailler que je suis allé chez un maître, un professeur, quelqu'un qui a fait l'école coranique en Éthiopie. Il comprend très bien. Les deux méthodes combinées m'ont permis d'apprendre plus rapidement, en très peu de temps, ce que j'aurais appris en plusieurs années. Parce que la grammaire, la conjugaison, sur lesquelles les maîtres se tapent là, j'ai compris qu'en fait, c'est pas du tout un truc secret. C'est c'est simple, il suffit d'apprendre. Voilà un peu, oui. On a la deuxième question. Donc, Samori est reparti. Oui, lorsque Samori a attaqué Kong, lorsqu'il a attaqué Kong, il a continué. Vous êtes venu par quelle voie? Nation, non? Oui, Nation, tout à fait. Il a continué vers Nation. Il fallait rejoindre la Guinée. Bon, autre chose, Samori avait été prévenu à l'avance que lorsqu'il va attaquer Kong, il ne pourra plus attaquer d'autres villes. Oui, ça lui avait été dit. Mais comme c'est quelqu'un qui avait une certaine fierté, une arrogance, il avait un machin en lui, il a attaqué quand même. Et c'est en rentrant qu'il a été arrêté à Guélémon. Par contre, les quelques guerriers qui sont rabattus sur Kong, ayant appris que Kong était attaqué, ont poursuivi la colonne et ils n'ont pu atteindre que les fantassins. C'est que les cavaliers là, ils étaient déjà arrivés loin. Et ils ont pu atteindre seulement que les fantassins, ceux qui marchent, qu'ils ont exterminés. On dit les ossements, parce qu'ils n'ont pas été enterrés. Les ossements étaient restés sur place pendant des années. Avant Nation, hein, ils ont poursuivi jusqu'à Nation, à cheval. Maintenant, ils étaient à pied, donc ils ne peuvent pas aller plus vite. Sinon, Samori n'a pas fait de siège à Kong. Voilà. Donc, il est venu de la Guinée jusqu'à... Non, oui, tout ça, j'ai fait de la Guinée jusqu'à Dabakala. Il s'est installé là-bas. Il est resté un bon moment. Il semble que son arbre, l'arbre qu'il avait, les bois qu'il avait plantés pour servir de bois de hamac, il semble que ça existait à Dabakala jusqu'à une date récente. Je ne sais pas si ça existe encore jusqu'à présent. Ils avaient gardé ça comme relique. Voilà. Sinon, il n'est pas venu directement à Kong. Il a contrôlé Kong. Non, il n'est pas venu directement à Kong. Il n'est venu à Kong que le jour où il a attaqué Kong. Voilà. Oh, merci pour l'éclairage. On nous a appris que ça a introduit l'islam. Non, on vient d'apprendre le contraire. Oui. On a introduit l'islam à Kong. L'islam a été introduit à Kong par les gens qui venaient du nord. C'est-à-dire les Almoravides et consorts. Vous savez, il y a une danse ici à Kong. Quand il y a cette danse, vous connaissez la danse à Madio. Voilà. Non, là, c'est les femmes qui sont en train de faire un mariage. Quand vous voyez la danse Madio, ça n'a rien de danse traditionnelle de chez nous. C'est plutôt une danse berbère. Sahel. Sahel. Tout à fait, voilà. Donc, ce sont eux-là qui ont introduit l'islam à Kong. Mais ils ne sont pas restés. Ils ont introduit l'islam et d'autres sont partis se former. Il y en a qui sont restés pour former les gens. Mais comme en ce temps, le fait de croire, le fait d'être pieux, permettait de chercher, quand tu connais un peu, tu apprends toi-même, tu te formes, au point que Kong était devenu finalement le centre de formation par excellence. Les gens venaient de partout. La petite histoire, ici il y a des Koyara parmi nous, je vais les attaquer un peu, je vais allumer les Koyara copieusement. Je suis allé dans un petit village de Chinungwe. Ah, les Koyara, allez là. Ah d'accord, j'ai fini d'abord. Je suis allé dans un petit village de Chinungwe, on est allé à une mission. Il était l'heure de la prière. Comme on était nombreux, il fallait qu'on prie sur place. On s'est levé pour prier. À ma grande surprise, je vois un enfant qui est devant nous. Il dit, mais pourquoi c'est l'enfant-là qui va nous faire prier? On dit, ah, Bemaké est 44 points. Quand on a dit Bemaké là, c'est pas son grand-père, hein, c'est l'arrière-arrière-grand-père qui a fait l'école coranique à Kong. C'est ça qui lui vaut le droit de faire prier des enfants. Il dit, mais donc, il n'a qu'à quitter. L'original est là.
Allah Akbar. Donc il est dégagé, il dit bon, comme lui il est copie de copie, l'original est là. Avant, on s'en mourit. 3 siècles, Sangi Keme Sawa, Baflache. Bien avant Samouri. Oui. Bon, ça je ne sais pas. Écoute, voilà. Courant. En tout cas, il y a les vieux Corans. Je sais que quand je dis que nous, quand j'étais à l'école coranique, nous n'avons pas accès au Coran. On fait les ardoises d'abord. Voilà. Et puis après on donne des petits fragments, c'était écrit à la main. Ouais. Donc c'était des manuscrits. C'est ça qu'on nous donnait. Parce que le Coran en tant que tel, même si c'est pas complet, le morceau qu'on va te donner là, tu n'as pas encore. Non, un petit, on a 12 ans, 13 ans, on va pisser et puis on distribue, on va donner le Coran. Pourquoi? Donc, on n'avait pas accès à toucher le Coran. C'était des manuscrits. Quand tu finis ça, on donne encore un autre groupe de manuscrits. Tu finis ça encore jusqu'à, tu vas arriver à la Sourate Yassine. Sourate Yassine, maintenant, peut-être qu'on te donnera un livret imprimé. Peut-être. Ça, pour avoir ça, c'était pas facile. C'était pas facile. On ne trouvait pas le Coran partout. Voilà. Maintenant, le Coran, comme il a posé la question, le manuscrit, ça, je ne sais pas où ça est, je n'ai jamais vu. C'est possible que ça existe chez certains. Parce que si on donne des fragments, c'est qu'il y a le gros est quelque part. Voilà. On donne des fragments, fragments. Quand tu finis une sourate, on donne les fragments. Quand c'est une sourate longue, les fragments d'une partie de cette sourate, de la sourate suivante. Oui, attendez. On avait fait qu'il a combattu ici, que c'est pourquoi on trouve des bons cas aussi. Oui, merci, c'est ce que j'ai dit là. Quand il dit qu'il n'y a pas eu de combat, c'est-à-dire, quand on dit combat, c'est qu'il y a deux groupes qui s'affrontent. Il n'y avait pas de. C'est-à-dire, il n'a pas de. Il n'y a pas de chose. Il faut boire. Mon frère avec quelqu'un, mon frère avec quelqu'un. Elle n'a qu'un seul mot à ta mort. Mon camarade pas chican, mais au droit de monsieur Gono. À ta musique, on a le faire. Dumalo, na, exactement, merci bien. Dumalo. Donc, c'est pourquoi on dit, il n'y a pas eu de combat. C'est-à-dire qu'il a animé c'est pas ça. Il est venu à tuer les gens. Voilà. Merci. Alors, l'imam Baro, je continue dans la même veine, Angula en français. L'imam Baro s'occupe de l'islam. Évidemment, c'était devenu important. Les marabouts qui passaient à Kong pour aller sur d'autres contrées, ils venaient, ils font escale et puis ils s'en vont. L'imam Baro les retient. Il restait avec moi pour m'aider. Les Sanougou, les Diabati, les Djani, les Sako, Kamarati, il les retient. Il restait avec moi pour m'aider dans mon travail. 52 noms de famille qu'il a retenus à Congo. 52. Mais si tu as demandé à quelqu'un, on dit la femme qui aime beaucoup travailler, sa fille est mal élevée, elle ne s'est pas préparée. N'est-ce pas? Elle fait tout elle-même. Quand la fille veut toucher la cuillère même pour lui dire, ah, laisse ça. Celle-là va savoir préparer. Et puis, tu as fait venir quelqu'un pour venir t'aider à faire un travail. Et puis toi, tu fais tout le travail. Ça ne veut rien dire. Tu n'as pas besoin de lui. Mais comme ce sont des gens qui cherchaient leur pitance aussi, leur nourriture, les marabouts. Et quand ils se lèvent quand même pour se promener, ce n'était pas pour faire du tourisme. Ils cherchaient leur nourriture. Donc, il a réparti les quartiers. Vous, vous occupez de tel quartier. Vous, vous occupez de tel quartier.
jusqu'à présent, cette répartition est restée comme ça. Les Sanogo, il y a deux groupes de Sanogo. Il y a les Sanogo de l'Imama, là où il y a l'Imama actuellement. Là. Je vous dis que l'Imama n'était pas fixe. L'Imama tournait entre des familles. Mais aujourd'hui, c'est fixé. Donc les Sanogo d'ici, qu'on appelle les Sanogo de Koumana, c'est eux qui s'occupent de nos... c'est l'un d'eux qui a officié quand on vous recevait là. C'est un de leurs... C'est on dirait qu'ils ont eu un... Les grands sont partis. C'est lui qui est resté. L'autre côté, en bas, c'est les camarades qui s'occupent de ceux-là. Et plus bas, il y a des Diabatés qui s'occupent d'autres, etc. Comme ça. Les Koulibaly, bon, la famille solide même, on les appelle les Mustapha. Les Mustapha, c'était des érudits, des grands sachants. Les gens pensaient que c'était des frères, c'était pas forcément des frères, c'est des gens sachants. Il y avait Mustapha Sanogo, Mustapha Koulibaly, Mustapha Diawara et Mustapha Sodogo. Et le cinquième, Mustapha Diaby, qui est parti, qui n'est plus revenu, qui allait s'installer à Odjéné. Lui n'est plus revenu. C'était des grands sachants. Donc tous ceux qui sont Sanogo, Diawara, Sodogo, non pas Koulibaly, Koulibaly, pardon, nous on l'appelle les Mustapha. Les enfants de Mustapha, les descendants de Mustapha, par analogie à leur avancée. Donc c'est ainsi que tous ces gens, donc les Sano, vous avez vu l'autre a dit, nos djetigi. Bon, jusqu'à présent ça se maintient. Nous sommes redevables vis-à-vis de ceux-là parce que ce sont nos grands-pères, c'est nos grands-pères qui les a retenus. Dans le temps, si les Sano, comme les choses ont changé maintenant, devaient faire célébrer un baptême, quoi que ce soit, ils viennent avec un panier vide et déposent. Il nous appartient de remplir le panier de tout ce qu'il doit faire. Contrairement, ça dit que c'est pratiquement la même chose, mais c'est pas la même chose. Les descendants d'esclaves qu'on appelle les Rousseau, ils se lèvent avec son panier. Moi, je n'ai rien à manger aujourd'hui. Tu es obligé de mettre quelque chose dedans. Quoi que ce soit. Même si tu mets 25 francs, il va te remercier. C'est le symbole qui compte. Tu lui donnes la nourriture du maïs, par exemple, il va dire, il a mangé ça comment? Il a mangé comme un mouton. Donc tu mets quelque chose pour qu'il puisse payer la sauce. C'est un devoir, c'est toi qui l'as retenu. Donc il faut le donner à manger. Ça, c'est la structure sociale et géopolitique. Oui, oui. Oui. Il y a la famille Dao. Il y a la famille Dao. Il y en a même deux familles. Il y a deux familles de Dao. Il y a une famille Dao ici. Et il y a une famille Dao qui était plus... Ah, je crois que c'est pour moi. Plus bas. C'est la même chose. Voilà. Oui, allez-y. Moi, je me rappelle en 1993, je suis allé au pays, au Nigeria. Oui. Je revenais, on est arrivé dans la ville où vous avez cité tout à l'heure, Niani. Niani, oui. À ma grande surprise, c'était vers 4h, 5h matin. J'ai entendu les gens parler de ça et ça ressemblait au Dénéka. Exactement. C'était les Diaby. Oui. Oui. Je les ai surveillés tellement que je suis que c'était les Diaby. Oui. Je suis étonné. Les Diaby, c'est ça. Depuis ce jour-là, c'est tout ce que vous parlez. Bon. Ça doit être ça. Bon, j'aimerais. Alagi, je vais agrémenter ce que vous avez dit. On a un frère Sanogo, vous êtes cet écran pour nous, qui était dans ce qu'on appelle Médecins sans frontières. Ça vous dit quelque chose? Ce sont ceux qui se promènent partout pour soigner. Ils étaient au cours d'une campagne vers le Niger. Pas Nigeria, mais Niger. Et ils sont arrivés là-bas. Ils ont été annoncés au roi. Il y a des gens qui sont venus, ils vont venir te saluer. Il a envoyé quelqu'un pour demander comment ils s'appellent, ils ont appris leur nom.
Et puis parmi eux, il y avait un Sanogo. Il a attendu. Et ce roi-là, c'était vraiment un roi. Ce sont les rois, quand on va vers eux, on ramasse le sable, on jette sur son corps. Tout le monde fait ça. Quand ils sont arrivés, il leur a dit de se lever, de ne pas se baisser. Ils sont venus. Il a demandé, qui s'appelle parmi vous Sanogo? Lui, il a levé la main. Il dit, on n'a qu'à venir s'asseoir. Après les civilités, il a tourné vers lui et il a dit, Mungobei. Alors, ça me rappelle un peu l'histoire de celui qui a fait le film Racine là, Kunta Kinte. Le seul mot qui lui est resté, c'est Mungobei, c'est l'identité ça. Mungobei là ne se dit pas n'importe où. Et il a expliqué après, il a pris en aparté pour dire que son arrière-grand-père, ils allaient à la Mecque à pied. C'est détour de la Mecque est resté dans ce village, dans cet espace-là, au Niger. Il est resté là-bas et ça a fondé un village et c'est ainsi que il est devenu le boutique du village. Mais il se reconnaît, il dit depuis cette histoire, on leur raconte l'histoire qu'ils sont descendants des Congo. Le seul mot qui était l'identité, c'est Mungobei. Rien n'est resté encore. C'est comme l'autre, la Kunta Kinte, le dit Kokambola, le machin là. Merci, Tabi Bolongo, alors, voyez-vous, c'est. Oui, merci bien. Oui, pardon, il y a une préoccupation. Allez-y, parlez un peu. Je voulais demander, c'est une ville historique. Quels sont les présidents qui ont visité comme les présidents de la République? Bon, si on peut se lever, il y a une vieille cabane que vous voyez au fond là-bas. Elle est détruite, hein? Elle est détruite. C'était la maison dans laquelle Oufoué habitait en 1945, lorsqu'il allait au Mali, en aller comme au retour. On ne devait pas la détruire, merci. Merci, merci. Mais, alors, pourquoi est-ce qu'on l'a laissé comme ça? Sinon, c'est à tenir, hein? Il y a une voie qui doit partir comme ça, parce qu'on va bitumer les rues, qui doit aller comme ça. Il y a un qui veut que la voie ne soit pas interrompue. J'ai proposé, pardon mon ami, comment vous allez? J'ai proposé que on fasse en sorte que ça reste à l'image de Bondougou centre là. On peut faire, on négocie avec les riverains, on va faire un tour et puis on laisse la maison au milieu. Ils ont dit non, non, c'est pas la peine, la maison n'a pas de sens. Et comme dans le conseil municipal, on travaille avec majorité, quand vous êtes 5 à décider, s'il y a 3 qui ont dit oui, que ça, tu dis, 2 disent non, c'est pour les 3. Ils ont peut-être tort. Vous avez peut-être raison, mais vous n'êtes pas nombreux. Donc on fait pour eux. Donc c'est resté là. Mais je me suis battu et je continue de me battre. Parce que j'ai fait remonter l'affaire jusqu'à l'UNESCO. Alors comme on a dit qu'on va détruire la maison, les propriétaires de la maison n'entretiennent plus, ils ont baissé les bras. C'est quoi tout tombe en ruine comme ça? Ça fait seulement que 2 ans que c'est devenu comme ça. C'est dommage. Maintenant, après lui, après ça, vous pouvez venir ici plusieurs fois. Après pendant les élections, les premières élections, il est revenu encore pour des cérémonies. Babo est venu ici. Est-ce que Bédi est venu ici? Bédi n'est pas venu ici. Babo est venu ici. Guy n'est pas venu ici. Bon, voilà. Bien entendu, Alassane, lui, il venait plus souvent. Quand il n'était pas encore président, le devenu président, il a dit, voilà, là où je suis là, je n'appartiens plus à Congo, j'appartiens à la Côte d'Ivoire entière. Je vous donne mon fils en remplacement de ma personne. C'est mon frère, pardon. C'est Ibrahim, photocopie. Donc c'est Ibrahim, même tout récemment encore, la semaine dernière, il était là, il est plus avec nous. Il dit, je n'appartiens plus à Congo, j'appartiens à la Côte d'Ivoire. Mais il est venu quand même en visite, il est venu une fois en visite privée et une fois en visite officielle. 2 fois. 2 fois en visite officielle. Ayaloubé, on n'a pas eu le temps de leur montrer. Oya cour familial B. Oya cour familial Koro. B. A Dorje Kaludolo, a cour familial Koro. Allez le bata yorolora, sans yorora. Maya Dougou. B, quand même. Dougou yere. Ah,
Parce que, alors, c'est pour nous, n'a quelqu'un. Ni les des présidents, normalement, Diamantigli. Ouais. Diamantigli. Ou à Diamana Bay. C'est-à-dire, l'engakoro, à tenir l'engakoro. Voilà. C'est Ouattara. Ou les Masayaka. À Cordier, Diamantigli. Cordier Bana Morete, ou quoi, Gaussou. Ou quoi, Dindolisi, Diamantiara. Mais, n'a des présidents, je ne me Diamantigli. Sinali amo. Sinali ke. Fena bongo anu. Oui. C'est ça. Alors dis me bongo anu. Ngalo. Voilà. Ala njema. Merci.